nous allons conclure notre tour d'horizon. Des studios d'animation américains entre 1928 et 1937 avec la MGM. La MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, fut créée en 1924 par la fusion de 3 sociétés: Metro Pictures Corporation, créée en 1915, Goldwyn Pictures Corporation, créée en 1917, et Louis B. Mayer Pictures, créée en 1918. Dans les années 30, la MGM devint la plus grande société de production d'Hollywood, et elle produisit de nombreux classiques, parmi lesquels Grand Hôtel ou la série des Tarzans, et fit de Greta Garbo et de Joan Crawford des stars. En 1930, la MGM accepte de distribuer des cartoons réalisés par Ub Iwerks et produits par sa compagnie Celebrity Pictures. Ub Iwerks, l'ancien collaborateur de Walt Disney, était un technicien de talent, et les cartoons de Flip la Grenouille sont superbement animés et synchronisés. En revanche, ni les gags ni le concept ne sont très originaux, et sur les 38 épisodes, on compte beaucoup de Demoiselles en détresse, d'épisodes musicaux, et des épisodes qui sont juste des collections de gags dans des situations diverses, comme Flip Pompier ou Flip Toréador. En 1933, Flip la Grenouille fut remplacé par Willy Whopper, une nouvelle série dont le héros était un petit garçon menteur, mais celle-ci ne rencontra pas le succès escompté, et la MGM mit un terme au contrat de Iwerks et Powers. C'est dommage parce que les épisodes avaient enfin gagné en originalité, mettant Willy dans des gags absurdes qu'il envoie que dans des situations impossibles. Comme quand il va chez le dentiste, il est gonflé à l'hélium et il se retrouve sur une autre planète remplie de créatures étranges. Ou quand la prohibition se retrouve en enfer. Oui, la prohibition. En 1934, la MGM fit appel au studio Disney, justement, pour son film musical Hollywood Party, afin de créer une séquence en Technicolor du nom de Les Soldats en chocolat. Un dessin animé très beau où des soldats en chocolat font la guerre aux bons hommes de pain d'épices. À la fin, le chocolat gagne, mais le soleil décide de les faire fondre. Étrange conclusion. Au moment où la MGM se sépare d'Iwerks, 2 autres anciens animateurs de Disney sont entre 2 distributeurs. Il s'agit de Armand et Ising, qui quittent la Warner, emmenant avec eux le premier Looney Tunes, Bosco. La MGM va donc produire et distribuer le nouveau dessin animé en couleur d'Armand et Ising, Happy Harmonies. Au début réalisé avec le procédé à 2 bandes qui ne permettent pas d'avoir toutes les couleurs. En 1935, la MGM obtient le droit d'utiliser le procédé à 3 bandes. Il utilise d'ailleurs peut-être un peu trop. Les Happy Harmonies sont des petits cartoons remplis d'animaux mignons, de dragons en peluche et d'esprits de Noël. Il n'y a pas vraiment d'histoire, à l'image des premières symphonies folâtres, ce sont surtout des ambiances. Concluons sur un petit bilan sur ces 9 années d'animation en studio. Le leader incontestable tant sur le plan technique avec les premières utilisations du son et de la couleur, que sur le plan artistique avec de belles histoires, des gags drôles, des personnages attachants et des aventures épiques. Celui qui a servi de modèle à tous les autres et qui est la source de la nouvelle concurrence. Est-ce que son hégémonie va durer au-delà des années 30 ? Oui. Mais comment et pourquoi ? Nous le verrons bientôt. Premier dans l'ordre chronologique d'apparition, Paul Terry n'a pas voulu évoluer avec son temps. Autrefois servant de modèle à Disney, il a choisi de privilégier la quantité à la qualité, le budget à la couleur, la tradition à l'innovation. Va-t-il pouvoir changer d'avis ? Son ancien partenaire, Van Buren, malgré de bonnes idées et le débauchage de l'ancien réalisateur de Mickey, n'a pas pu atteindre un succès suffisant et a eu la malchance de choisir le même distributeur que Disney. Fleischker a su, lui, se relever d'un échec commercial grâce à ses capacités d'innovation. Il a choisi d'étoffer ses premières créations de cartoons chantants et parlants en rajoutant des gags originaux et des personnages loufoques, ce qui a conduit à de nombreux types d'humour dans les cartoons grâce à des personnages emblématiques. Betty Boop nous a fait rire avec ses gags langoureux et Popeye par des ébauches de dessins animés d'aventure dès 1933, alors que Mickey est encore en train de chanter et de faire le pitre. Fleischker a aussi su s'entourer d'une équipe talentueuse et s'investir dans de nouvelles techniques, que ce soit d'abord la couleur bichrome ou un effet de profondeur. Le jeune prodige de Bray, Walter Lantz, en se formant auprès des plus grands et en s'investissant pleinement, a pu tirer le meilleur parti d'Oswald le lapin. Il lui a donné des gags absurdes qui jouent parfaitement avec le médium et a su réaliser des contes inventifs et plaisants,
associés à des spin-offs représentatifs. Mais la perte de son animateur phare, Tex Avery, l'a peut-être désengagé du chemin de l'humour. Charles Mintz, qui a perdu une partie de l'équipe qu'il venait de débaucher et les droits d'Oswald, a lui aussi déménagé sur la côte ouest afin de trouver un nouveau souffle. Nouveau souffle qui passe par le jeune Scrappy et ses Color Rhapsody qui, sans être révolutionnaires, sont pour l'instant efficaces. Bien animés, bien synchronisés, avec un fort penchant pour la parodie des stars de l'époque. Enfin, l'ancienne équipe de Disney est partie chez la Warner. Créé Bosco, le premier Looney Tunes, mais qui reste au départ les cartoons classiques. C'est justement le départ de cette équipe et l'arrivée de Tex Avery qui permettra l'injection de gags fabuleux et d'un rythme soutenu qui feront la spécificité des cartoons de la Warner, mais qui reste encore à développer. Et la MGM donc qui reçoit cette nouvelle équipe après avoir distribué Iwerks. Harmonizing feront-ils mieux que chez la Warner? Vous le saurez peut-être.